Bonsoir tout le monde. Excusez-moi du retard, mais on est sorti du tribunal encore une fois presque à, je crois, 20h, 21h. Bon, aujourd'hui, ça a été un peu, la deuxième partie a été un peu rapide. La fois dernière, pour ceux qui n'étaient pas là, on avait parlé de comment les choses ont démarré. Je répète encore une fois que ce que je dis, je rapporte un petit peu les petites notes que j'ai prises pour donner un compte rendu, mais que j'aimerais dire aussi que le procès, tout en étant quelque chose de très important, a quelque chose d'assez ludique, puisque c'est ou d'important, puisque c'est un condensé vraiment des 30 ans, si pas des 34 ans depuis 90, où on a presque, en tout cas en dehors des acteurs rwandais, on a tous les acteurs français vraiment qui sont intervenus, et donc on est en face vraiment d'un procès qui aurait vraiment mérité presque un documentaire, si pas un film qui reprendrait vraiment ce qu'il y a, parce qu'on est en face d'un condensé d'histoire. Il y a des Rwandais évidemment qui ont été acteurs sous Habyarimana, qui ont été acteurs en même temps parfois du gouvernement, c'est assez étonnant. Il y a même des gens qui ont fait partie de l'administration post-génocide, mais qui sont partis en exil. Donc la fois passée, vous vous rappelez que j'ai parlé de pas mal de personnages. Je pense que l'enregistrement existe. Je vous avais parlé de la prestation tout à fait impressionnante, en tout cas rigolote. Je vais le dire presque parfois avec humour, parce qu'il y a des choses qui sont totalement hallucinantes. Donc c'est pas parce que je trouve les choses légères, mais c'est parce que je les trouve tout à fait inattendues, loufoques, et parfois on a envie, on n'a pas le droit de rire au tribunal ou d'applaudir, mais tout cela est interdit, mais c'est assez impressionnant. Donc, comme d'habitude en tout cas sur la journée de la fois dernière et celle d'aujourd'hui, donc la deuxième journée avait été assez intéressante puisqu'on avait une salle moins qu'aujourd'hui, plus qu'aujourd'hui où il y avait vraiment ce qu'on appelle des combattants, des gars qui étaient habillés en treillis, qui arrivent. On avait le système en tout cas le cordon de sécurité d'Onana. Je vous avais dit que la juge avait exigé qu'ils enlèvent les brassards parce qu'ils étaient rentrés au tribunal avec des brassards fluo de sécurité, alors que dans un tribunal, on ne peut pas avoir son propre service d'ordre. Ceux qui s'occupent de l'ordre, c'est la police et le juge, évidemment, qui met les règles. Téléphone éteint, interdit de huer, de rire ou d'applaudir. Donc, il y a une forme de discipline. Le juge-président, la juge-président, c'est vraiment, qu'on appelle Madame le Président, c'est vraiment quelqu'un qui a l'autorité totale. Donc il y a de l'ordre. Si vous dépassez ce qu'elle a dit, si vous élevez la voix, ou si vous faites quoi que ce soit, la police vous sort directement de la salle. Je vous avais dit la fois dernière que je pense le premier jour d'audience, la juge avait commencé par évidemment lire tous les en tout cas la citation. Elle avait auditionné Onana et puis son éditeur. Donc l'audition se passe comment? Ça veut dire que la personne qui est citée, en l'occurrence Onana, ou les témoins ont le temps de dire pourquoi, pour les témoins, pourquoi ils sont là, mais pour des gens comme Onana, c'est de commencer à dire qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites, et après avoir prêté serment, bien sûr, de dire la vérité, rien que la vérité. Ce qui contraint les gens, évidemment, à ne pas dire n'importe quoi. Ça n'empêche que parfois, on a l'impression que certaines personnes ne disent pas la vérité. Mais bon, encore faut-il le prouver quand ils sont sous serment. La fois passée, on s'était appesanti, si vous vous rappelez bien, sur le cas de Joseph Matata, qui avait été assez impressionnant, ou alors assez rigolo. J'avais ri, il était un peu tard, mais si vous vous rappelez, j'avais commencé par dire qu'il est arrivé à la barre. Évidemment, le témoin est appelé à la barre, il dit comment il s'appelle, son âge, son métier, son adresse, et il jure. Et la première phrase qu'il avait sortie, si je récapitule rapidement sur lui, avant de passer à la suite, aujourd'hui je vais vous parler de quelques
ce qui s'est passé aujourd'hui, deux cas de la fois passée dont j'avais pas parlé, qui sont assez importants. Je ne sais pas si Mouené, je ne sais pas si je vous avais parlé de Madame Outaïsire qui était Jeanne, Non, Marie. non, 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 non. Ça va. Et je profite, Rumata, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît. Euh, Rumata, oui, vas-y, continue. donc, je vais vous parler de deux cas de la fois passée. Je vais passer vraiment superficiellement sur deux experts, professeur Piton Florent et le professeur Thomas Hockman. Thomas Hockman, c'est un prof de droit public à Paris-Nanterre, je pense, et Piton Florent est historien qui a travaillé sur le génocide des Tutsis, qui spécifiquement sur la colline colline Ngouli à la frontière congolaise. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait sa thèse dessus, mais ces deux professeurs sont venus un peu démontrer ou parler de. C'est une analyse du livre d'Onana et parfois de la tournure des techniques utilisées en fait pour le négationnisme, ou alors pour définir, mettre un vrai cadre à la question négationniste. Donc, comment ça se passe, faire un comparatif avec les négationnistes de la Shoah, montrer parce que parmi les passages qui incriminent ou alors, comme ils disent, poursuivis, à un moment, Onana dit que comparer le génocide contre les Tutsis et la Shoah est un mariage forcé qui n'a pas de sens, etc. Donc, il nie complètement la comparaison des deux. Donc, ces professeurs permettent d'éclairer. Mais en l'occurrence, c'est intéressant, mais ça nous prendrait du temps parce que c'est des détails techniques que moi, je suis pas professeur, mais tout ce qu'il fait comparer au conspirationnisme, au complotisme, et comparer à utiliser des techniques comme les guillemets, mettre le génocide entre guillemets tout le temps. Je vous avais dit la fois passée il le fait 160 fois dans le même livre, ce qui est quand même une volonté de remettre en question. Quand vous dites mettez un terme entre guillemets, ou le génocide en l'occurrence, ça devient comme dire le soi-disant génocide, parce que ça veut dire que vous doutez. Être en guillemets, un des profs expliquait par exemple que pour lui le terme ethnie, si je retrouve le passage dans mes papiers, par exemple le terme ethnie expliqué à ses étudiants, il devait le mettre en guillemets parce qu'il considère que le terme ethnie est une invention une forme de classification ethnique, mais qui n'a pas de sens. C'est une invention coloniale. Donc lui, il le met en guillemets parce que c'est une classification ethno-sociale. C'est comme ça qu'il l'appelle, en disant que ça a été fait, mais que ça ne correspond pas à la réalité précoloniale, par exemple. Donc ces deux profs ont permis d'éclairer, ils éclairent la cour, et ça permet de donner des instruments de compréhension de comment et pourquoi, donc expliquer techniquement pourquoi ce livre, en tout cas les 19 passages incriminés, sont négationnistes. Très rapidement, je ne vais pas m'attarder sur ces professeurs qui sont des gens très compétents, mais dont je ne me targuerai pas de pouvoir paraphraser, même si je comprends ce qu'ils disent. C'est assez complexe et c'est pas ça qui nous occupe. Ce qui est intéressant ici, c'est les témoins. Aujourd'hui, on a eu droit à, je pense, deux généraux français. Je pense que la fois dernière, on avait eu un général aussi. Je ne sais pas si je vous en avais parlé, mais on avait parlé du général Lafourcade, qui était le patron de l'opération Turquoise. Le livre s'appelle, comme je vous avais dit, La vérité sur l'opération Turquoise, quand les archives parlent. C'est comme ça qu'il s'appelle. C'est un livre de 500, presque 600 pages, plus de 600 pages d'ailleurs, en plus de la préface et du reste. Donc c'est quelque chose d'assez conséquent. C'est une brique sur laquelle il est attaqué, alors qu'il y a beaucoup d'autres livres, évidemment, puisque Onana est censé avoir fait 26 livres jusque-là. Pour vous dire la fin de la journée de la fois dernière, je vais voir qui a commencé. Ça a commencé une dame qui s'appelle Marie-Jeanne Lotaïsire. C'était la fin de la journée de la fois dernière, que je n'avais pas fini, puisqu'il y avait plusieurs entre guillemets clients.
Elle commence, c'était assez impressionnant parce qu'elle commence, la dame est arrivée en disant, voilà, je viens vous parler des massacres du FPR que j'ai vus personnellement. Donc, témoin oculaire des massacres du FPR. Alors, c'est ce qui est assez grave. C'est un témoin à la défense, côté Onana. Donc, elle vient défendre Onana pour dire que ce que Onana dit, en fait, on est vite tombé, pour vous poser le décor, on est vite tombé vraiment dans la théorie du double génocide. L'obsession, en tout cas des témoins de la défense d'Onana, sont dans l'obsession de prouver que, en fait, le FPR a fait la même chose que les Interahamwe, et vous allez le voir au fur et à mesure. C'est assez important, mais ça ne tient pas souvent la route. Ça ne tient pas longtemps, puisque ces témoins-là, ils commencent par dire Onana, il a totalement raison. Je vais, avant de parler de Madame Taïsé, je vais retourner quand même un petit peu sur Joseph Matata, parce qu'il y a des choses peut-être que certains n'ont pas entendues. Donc, ces témoins sont pour la plupart obsédés à prouver que Onana a raison dans ce qu'il dit. Alors, Joseph Matata, pour ceux qui ne l'ont pas entendu, est arrivé et la première phrase qu'il a dit, si Onana est attaqué pour négationnisme, moi je suis négationniste depuis 1994. Il le dit ouvertement devant la cour. Il dit, il n'y a pas beaucoup de gens aussi courageux qu'Onana, alors ça, vraiment, c'est parti très vite, en grande vitesse. Il a dit que le FPR avait fait une opération de grand remplacement, ce que vous connaissez très bien. Et pour aller vite, mais parler des choses les plus importantes, il dit, là je vous dis, j'ouvre les guillemets, ce n'est pas Kagame qui a arrêté le génocide, mais c'est la France qui a arrêté le génocide. Vous imaginez pas l'aberration que cela peut être. Donc, quand quelqu'un vient devant la cour et qui dit ça. Mais il est vite parti vraiment sur ses dans son, je ne vais pas l'appeler délire, mais il a proposé à la cour de lui lire un article de 1958 écrit par un prêtre Tutsi. J'avais déjà entendu parler de ce papier-là, mais c'est le papier en fait qui définissait la notion de Ubgenge, tout ce qui va avec. Et alors il lit le document, c'est un document, d'ailleurs la juge l'a arrêté parce qu'on n'a pas le droit de lire, on ne vient pas lire à la cour, sinon il y a des gens qui prendraient des heures. Alors, en fait, c'est un document qui parle du Tutsi, qui respecte la technologie occidentale. Ça, c'est de 58, mais qui lui a appris à savoir mentir, à travestir la vérité, à cacher la vérité, à être fourbe, à tricher, etc. Donc, il dit que le Tutsi, de manière générale, il est comme ça. Donc, oui, c'est un document qui fait assez peur au dos, mais qui, en tout cas, qui définit ce qu'on appelle, ce que beaucoup utilisent aujourd'hui, même malheureusement, de temps en temps sur Twitter, le professeur Hitchens, ou l'ancien professeur Hitchens, il est à la retraite, qui parle d'Ubgenge. Donc, cet homme, il va et défie, et parle de ce document qui dit que tous les Tutsis sont des menteurs, donc une forme de généralisation inacceptable. Il avait au début, déjà, on rentre dans un schéma surréaliste. Il avait dit au départ qu'au Rwanda, il était militant des droits de l'homme, qu'il avait fait le tour du pays, qu'il avait constaté, là je reviens à la question de vouloir parler de la notion de double génocide, il avait constaté des massacres, des crimes, etc. Mais cet homme est assez rigolo parce que il raconte une histoire, il dit à cette époque-là, je pense que nous sommes en 95, il dit, nous avions demandé audience au président Kagame. Là, il est devant la barre, donc il est à la barre, il est devant les trois juges, donc deux dames, la juge présidente et un monsieur et une autre dame, donc trois Français. Et il dit ce qu'il avait dit à Kagame. Il dit, j'ai regardé Kagame dans les yeux et je lui ai dit, et il le dit en Kinyarwanda cette fois-ci, mais il traduit après, et il dit, Niba Mudahagali Sivivi-nous, Tuzafatala Mongoto. Je l'avais dit la fois passée. Donc je voulais juste le répéter pour vous donner une idée. Et il s'étonne qu'ils soient en exil aujourd'hui, puisqu'il a été, Kagame leur a rien fait, ils sont rentrés à la maison, et après il est parti en Belgique. Pour aller vite, puisque j'en avais parlé, après, il parle évidemment de pauvres Tutsis qui sont en prison parce que ils ont dit la vérité, de Karasira aimable, de Mouchaïdi, il s'en plaint, ce qu'avait dit aussi Onana d'ailleurs,
Onana avait parlé de Kalasila et de Mouchaïdi, qui sont des malheureux, qui sont en prison et qu'il avait peur pour eux, qu'ils allaient mourir. Et puis il brandit à un moment, il dit qu'il a participé au livre de Patrick Mbeko, qui est un acolyte à Onana, et il brandit une feuille à 4 plastifiée, si ma mémoire est bonne, où il y a écrit. Et alors il le tend à la juge, il dit Madame la juge, est-ce que vous pouvez la lire à l'audience? Et la juge prend son micro et elle lit, il y avait écrit les blancs sont vraiment bêtes. Il dit que c'est le début, que c'est le titre d'un chapitre du livre de Patrick Mbeko. Vous imaginez un Rwandais au milieu d'un tribunal en train de défendre Onana, qui brandit un papier où il y a écrit les blancs sont vraiment bêtes. Moi je me suis demandé si j'étais dans un film ou si c'était vraiment vrai. Donc je vais vous épargner la suite parce que je vous en avais parlé, mais c'était vraiment pour moi. Même la juge n'a pas compris, ils n'ont pas compris comment pouvez-vous venir traiter des gens de bêtes alors que vous venez de plaider la cause de quelqu'un. Donc c'était assez surréaliste. L'autre monsieur dont je vais vous parler rapidement, c'est un monsieur d'un certain âge, mais qui a été, à une époque, ministre, d'abord ministre de l'Agriculture au Rwanda, mais qui a été ministre de la Défense d'un gouvernement, je pense en 1993 ou quelque chose comme ça, ou il quitte le Rwanda en 1993. Il a été ministre de la Défense quand il y avait un gouvernement où ils avaient intégré certains partis d'opposition. Le monsieur s'appelle James Kwizera Gassana. Donc on l'appelle James Gassana normalement. Il est passé à 19h34, si je me rappelle bien, j'avais noté. Pour vous dire que les audiences durent longtemps. Et alors, donc c'est un ancien ministre de l'Agriculture et évidemment, il commence à dire que Onana, il a raison, que ce qu'il dit c'est vrai, que le Rwanda est ce qu'il est, que le Rwanda, en fait, en général, ils disent tous que le génocide on ne devrait pas parler seulement de génocide contre les Tutsis, mais que tout le monde est mort, que tout le monde est victime, qu'il y a assisté. Il était ministre de la Défense. Mais en fait, quand vous n'êtes pas au courant, vous pouvez facilement y croire. Mais un avocat lui demande, mais monsieur, où est-ce que vous vivez aujourd'hui? Il dit, j'habite en Suisse. C'est un vieux monsieur. Donc vous êtes en exil. Oui, je suis en exil. Et avant d'y arriver, dans son plaidoyer, il dit, en fait, tout est de la faute, en général, tout est de la faute du FPR. Si le FPR n'avait pas attaqué, il n'y aurait jamais eu de génocide. Et il dit, moi je travaillais avec le gouvernement, donc le président Habyarimana avait décidé, avant 90, de rapatrier les réfugiés, donc il n'y avait aucune raison que la guerre commence, et on m'avait confié la responsabilité de faciliter tout cela. Il dit, je devais, c'est assez intéressant, je devais faire en sorte de leur trouver très rapidement des cartes d'identité. Je ne sais pas si vous vous souvenez que les cartes d'identité, il y avait marqué Hutu et Tutsi. Donc là, déjà, on est dans du surréalisme. Et trouver des espaces où les mettre, parce qu'il n'y avait pas de place. Donc les gens ne pouvaient même pas rentrer chez eux. Ça, c'est le décor. Mais quand on lui pose la question de pourquoi est-ce que vous avez fui le Rwanda, il dit, mais en fait, j'ai eu des problèmes avec des officiers que je voulais mettre à la retraite, parce qu'il était ministre de la Défense, mais qui avait pris beaucoup d'avantages. D'après certaines sources, il aurait fui Bagosora lui-même. Donc il est en train de défendre quelqu'un qui fait la négation, mais lui-même, il a fui Théonès Bagosora à l'époque, Théonès que vous connaissez, Bagosora que vous connaissez très bien comme le cerveau du génocide, de l'homme qui a promis l'apocalypse et qui l'a mis en route. Mais il explique, mais en fait, parce qu'on lui pose la question, l'avocat lui pose la question, mais clairement, il dit non, dites-nous pourquoi. Il dit en fait, après le discours de Léon Mugesera, je ne sais pas si vous vous en rappelez, et là, on était sur la question de la planification. Donc, parmi les griefs qu'on fait à Onana, il y a la question où il y a un paragraphe où Onana dit dire qu'il y a eu, que le système, en tout cas que le gouvernement Hutu a planifié ou préparé le génocide est la plus grande escroquerie. Là, je résume, mais la plus grande escroquerie du XXe siècle. Donc, il nie le fait qu'il n'y a eu aucune planification. Onana écrit c'est la plus grande escroquerie du XXe siècle. Alors que, et le TPIR, et plusieurs cours et tribunaux en Europe ont condamné des gens pour entente en vue de commettre un génocide. Donc ce qui revient à une préparation. Et puis il y a eu pas mal de choses prémonitoires. Et lui qui dit qu'il n'y a pas eu planification, il dit en fait moi j'ai fui Léon Mugesera. Mugesera avait dit quoi dans un meeting politique? Il avait dit on va tuer les Hutus et les jeter dans la Nyabarongo pour qu'ils retournent chez eux en Égypte. Donc ils rejoignent le Nil et remontent. Les Tutsis.
Oui, oui, les Tutsis, c'est ce que je disais. Qu'est-ce que j'ai dit? Et Hutu. Ah, excusez-moi. Donc Léo Mugesera avait dit, excusez-moi, je suis fatigué un peu. Donc il dit en fait, lui en tant que ministre de la Défense, s'était concerté avec le ministre de la Justice et celui de l'Intérieur, je pense, et qu'ils étaient en train de faire un mandat, mais Mugesera a fui, mais que cela lui a créé des problèmes pour fuir. Mais vous imaginez quelqu'un qui est en train de dire il n'y a pas eu de planification du génocide, mais qui en même temps dit moi j'ai fui parce que j'ai voulu arrêter Léo Mugesera qui venait de dire qu'on va tuer les Tutsis et les mettre dans la Nyabarongo. Donc on est dans un, donc les témoins viennent, ils commencent par dire il n'y a pas de négationnisme, en fait c'est la faute du FPR, si le FPR n'avait pas avancé, rien ne se serait jamais passé, et boum, et quand on lui pose la question qu'est-ce qui s'est passé, ils parlent de Mugesera. Donc on est vraiment, je ne sais pas si les juges comprennent très bien parce que c'est des juges expérimentés qui travaillent sur le négationnisme contre la Shoah et le reste, et c'est des gens qui ont lu le livre parce qu'ils ont tous le livre devant eux avec plein de post-it. Donc on est vraiment dans un film. On est vraiment dans un film où des gens viennent, le monsieur en l'occurrence il est vieux, je pense qu'il est dans les 80 ans, et la moyenne des témoins est très âgée. C'est très âgé, la moyenne d'âge chez les militaires français, c'est des gens qui ont 74 ans, il y en a même un qui en avait 81, donc on est sur toute la brochette de ceux qui ont participé au gouvernement Mitterrand. Là je vais y venir après, vous allez voir. Donc le monsieur déjà, bon, il finit son truc, mais bon, pour certains qui sont très vieux, c'est même très compliqué de témoigner. Aujourd'hui, il y en a un qui a mis quelques minutes parce qu'on se rend compte, je ne sais pas, moi je disais à quelqu'un qui était avec moi, j'ai dit je ne sais pas qui a fait le casting, parce que le casting il est assez impressionnant, non seulement au niveau de l'âge, mais au niveau des compétences, du fait de venir défendre Onana. Je vais vite passer à Madame Rutaïsile, ici je parlais de James Gassana. Madame Jeanne d'Arc Rutaïsile, c'est une dame que je ne connaissais pas, que j'avais jamais vue, elle passe à 18h50, elle passait avant James Pizera. Et c'était un témoignage aussi tout à fait impressionnant parce que elle arrive à la barre et elle dit je vais vous dire ce que j'ai vu les massacres du FPR en 1994. Elle dit alors après la chute de l'avion, elle dit si on va très vite, elle dit moi j'habitais dans le quartier, elle dit j'habitais à Lemela, c'était un quartier du FPR, ce qui est déjà une aberration. Est-ce qu'il y avait un quartier du FPR en 84? Il n'y en avait pas. Alors elle raconte que l'avion il tombe et puis il se lève le matin avec son mari, ils avaient un petit enfant qui était un peu malade. Donc ils sont à la maison, mais comme son enfant avait la température, il a besoin d'antibio, son mari il arrive à sortir, il ramène, et dit bon jusque là c'est quand les bombes ont commencé à pleuvoir sur leur quartier, il dit le FPR était en train de nous bombarder dans tous les sens. Et là, je reviens encore sur le fait que, en fait, il y a une obsession, encore une fois, de prouver que il y a double génocide, ou alors que le FPR a commis des massacres. Il y en a qui disent oui, on reconnaît le génocide, mais il y a eu beaucoup d'autres choses que vous connaissez pas. Donc Onana, il a raison parce qu'il a voulu rétablir la vérité. Alors la dame raconte ils sont à Remera, ils font un jour, son mari arrive à avoir des antibiotiques, premier jour, deuxième jour, et à un moment donné, le FPR a réussi peut-être 2-3 jours après. Ici, elle parle du 8. Oui, elle dit que le 8, c'est là où Kagame a déclenché la guerre et on a décidé par finir de partir chez eux à la campagne à Murambi, mais ils n'ont pas su partir. Ils sont restés donc du 9 au 12, quelque part dans une maison avec des amis. C'est alors que le FPR est arrivé, en longue file de marche silencieuse, qui les ont vus passer une fois, 2 fois, et alors le FPR a décidé d'aller voir les gens qui étaient encore enfermés dans les maisons. Ils ont toqué, au début ils ont peur d'ouvrir, et puis ils leur ont ouvert la porte, ils les ont sortis des maisons, ils les ont assis dehors, ils leur ont demandé qui était qui faisait quoi, d'où ils venaient, etc. Et eux, ils disent qu'ils avaient peur qu'ils allaient mourir. Et alors le FPR a pris toutes ces personnes qui étaient dans ce quartier-là, qui étaient encore bloquées dans les maisons, et il les a mis en file et les a conduits au CND pour pouvoir les sécuriser. Mais c'est la dame qui le dit. Elle a dit au départ que Onana il a raison surtout, que tout le monde, qu'en tout cas le FPR est méchant. Elle ne donnait pas assez de détails, mais elle dit oui, ils nous ont conduits au CND, on y est resté. Mon enfant, j'avais encore un peu à lui donner. Et puis je pense qu'ils les ont déplacés. Elle dit, ils nous ont trouvé une belle maison.
Ils nous ont trouvé une belle maison où ils ont mis les femmes, et puis il y avait une autre maison où il y avait les hommes. Nous y sommes restés un moment, et puis après, il a fallu les emmener à Byumba. Byumba, si vous vous rappelez bien, c'était une zone libre, en tout cas libérée, et où il a fallu marcher un moment avec les enfants et tout, et puis elle dit qu'une voiture est venue, donc une voiture conduite par le chauffeur de Karake Karenzi. Et le chauffeur Karake Karenzi, donc le FPR lui a demandé de prendre tous les enfants, mais elle, comme elle était fatiguée, qu'elle avait un petit bébé, elle est montée avec eux, donc ils les ont conduits jusqu'à Byumba. Alors le grief de cette femme, quand ils arrivent à Byumba, ils y passent beaucoup de temps, c'est de dire que après un moment, son mari aurait disparu et que le FPR tuait les hommes, que le FPR faisait cela, mais elle y est restée à Byumba jusqu'à la fin de la guerre. Et à la fin de la guerre, on leur a dit, ceux qui ont encore des maisons, qui veulent rentrer, ils sont rentrés à Kigali. Alors, faut-il le croire, pas le croire, mais elle explique. Mais en fait, le problème, c'est que quelqu'un comme ça qui raconte cette histoire, là vous êtes au tribunal, elle peut pas mentir, ou alors en tout cas il est interdit de mentir. Elle explique qu'elle est rentrée, qu'elle est restée, mais que en fait le fait qu'elle ne retrouvait plus son mari, elle explique aussi que elle était moitié Hutu, moitié Tutsi, que son mari était Hutu, donc elle est restée vivre à Kigali. Et évidemment les avocats des parties civiles lui demandent, mais madame, vous êtes restée combien de temps? Ah, je suis resté jusqu'en 2012. Donc, vous voyez, quelqu'un qui dit qu'il était menacé, que le FPR tue tous les jours, et dit, je suis resté jusqu'en 2012. C'est alors que Maître Gisagara se lève et demande, et dit, madame, vous avez, au début de votre témoignage, vous avez dit que vous alliez nous dire que vous avez été témoin oculaire de massacres faits par le FPR. Et la dame dit oui. Il dit où est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez été témoin? Elle dit non, le long de la route, j'ai vu des corps quand on était en train de nous emmener vers Byumba, mais quand même quand on nous amenait au CND. Elle dit non. La question est de savoir est-ce que vous avez assisté comme témoin oculaire à des massacres ou à des soldats du FPR qui étaient en train de tuer des gens? Évidemment, comme on est devant, on a déjà prêté serment. Elle dit non. Et Maître Gisagara a dit merci, on a tout compris. Donc on est en face de choses, donc quelqu'un qui déclare le FPR est mauvais, le FPR tue, mais elle oublie que la personne oublie qu'elle est en train de dire que c'est le FPR qui l'a sauvé, qui l'a amené avec toute sa famille. Peut-être que son mari a eu des ennuis, peut-être que son mari est peut-être mort, peut-être que son mari est parti. Ça, je ne veux pas le mettre en cause parce que je n'en ai pas les preuves, mais sur quelqu'un qui est en train de dire que le FPR est mauvais, elle dit non, il nous a amenés avec tous les enfants en zone libre, ils nous ont d'abord amenés au CND quand ça tirait partout. Quand ils ont libéré le chemin, ils ont amené tous les civils dans les zones calmes où ils pouvaient les protéger en fait sans que les miliciens ou alors les troupes gouvernementales, les zones où il n'y avait plus de combat en fait. Et évidemment, toutes ces personnes, quand elles sont en difficulté, ça revient sur Kizito Mihigo, ou quand on ne parle pas de Bouchaïdi, de Karassia, tout le reste. Oui, Moine. Vous avez une question? Non, j'allais te dire justement de Karassia parce que tu trouves pas. Oui, tout à fait. Voilà. Je ne sais pas si à ce stade quelqu'un veut poser une question parce que j'ai encore une bonne liste de la journée d'aujourd'hui. Je vais commencer par Maître Bernard Minguin, mais qui était témoin des parties civiles. Ou alors je continue. C'est à vous de voir. Continuons. Je pense que c'est mieux de continuer, je pense. Ok. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas Maître Bernard Minguin a commencé l'après-midi. Ce matin, on a commencé par attendez. Ok. À l'arrivée, évidemment, c'est la liste des témoins qui devaient témoigner. On avait le colonel Michel Robardet, qui a été conseiller direct à la gendarmerie Kigali, mais qui travaillait au service de renseignement. Il est français. C'est un colonel qui était basé à Kigali. Mais il y avait aussi, en premier, Sengima Nangiyiko, un homme de 68 ans, il est 9h50. Il était expert au TPIR,
il avait suivi les négociations d'Arusha, il est ex-vice-président d'une association de droits de l'homme, mais aussi il a été ex-vice-président de l'association, mais aussi de la fédération de la société civile au Rwanda. Il dit qu'il avait organisé aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez du rapport Carbonara qui était apparu avant le génocide et qui décrivait justement que le génocide allait avoir lieu. Si vous avez vu ces images de cette mission qui avait été au Rwanda, mais en fait la plupart, même des généraux français et des autres disent. Même ce monsieur dit en fait qu'ils n'avaient pas passé assez de temps du côté FPR, mais qu'ils avaient seulement enquêté du côté gouvernement. Mais ce rapport, si vous vous en rappelez, il avait demandé au gouvernement français d'intervenir au plus vite, puisqu'il avait vu tous les signes. C'est après les massacres des Bagogwe et les massacres de Mugesera. Et lui, il dit que le fait que Carbonara ait pleuré à la télévision a décrédibilisé l'enquête. Si vous tapez Carbonara, je pense que l'image est encore sur YouTube. Donc on est en face de quelqu'un qui est un ancien militant des droits de l'homme qui dit que le rapport qui a prévenu le génocide est faux. C'est encore une fois quelqu'un qui vient pour la défense d'Onana et qui dit que Charles Onana a raison dans ce qu'il dit parce qu'il y a des nuances à mettre. Et alors le monsieur raconte qu'en fait si tout ce qui est arrivé c'est de la faute du FPR parce que lui comme militant des droits humains il pouvait aller voir les gens du FPR. Ils avaient des rôles il y avait encore à une époque du cessez-le-feu et de tout le reste des gens qui pouvaient y aller et revenir pour voir pour d'autres raisons parce que le FPR les accueillait à l'époque. Il déclare qu'il avait dit quand même aux gens du FPR que si vous reprenez la guerre, c'est au moment des accords des différentes des différents rendez-vous de négociation qui se passaient à Arusha. Il dit si vous recommencez la guerre, là c'est une façon d'expliquer que en fait c'est la faute du FPR qui n'aurait jamais dû refaire la guerre. Si vous reprenez la guerre, c'est la mort assurée pour nous et pour tous les Tutsis de l'intérieur. Ça c'est le monsieur qui le dit. Donc c'est une façon d'essayer d'expliquer que c'est de la faute du FPR. 2 secondes. Et alors il explique. Là on est parti sur un trip assez impressionnant. Le monsieur explique que le génocide contre les Tutsis est un génocide rétributif. Donc pas du tout organisé. Donc là on est passé sur la question de la planification, pas du tout organisé, mais qui se met en place très vite et qui se déroule face à en répondant à une menace supposée ou réelle. Donc en fait que les gens qui font le génocide ont raison. Là je vous parle de quelqu'un qui vit en Suisse, qui est encore assez bien portant. Je sais pas, je pense que le monsieur n'est pas encore à la retraite, mais qui vous dit qu'en fait c'est ce que on dit, on a appelé agachavou ou d'autres choses, mais qu'en fait c'est des réflexes que les gens réagissent face à une menace supposée ou réelle. Oui. Oui, il dit que ceux qui ont organisé le génocide ne savaient pas que nous comptions pour du beurre. Je ne sais pas d'où il sort cette phrase, mais il y a une phrase qui revient tout le temps, où les gens disent que le FPR aurait dit que on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Ça revient même chez des généraux français qui sont appelés à la barre comme témoins. Donc, il dit que le génocide n'a pas besoin d'être préparé pour en être un. Donc que finalement, il remet en question le fait que la planification est un élément constitutif juridiquement du génocide, puisque ça a été dit avant au tribunal. Il parle d'extermination des deux côtés, le FPR a massacré, et puis il dit que le FPR a massacré ses parents le 20 juillet 94, donc longtemps après le génocide, et il contexte les chiffres. Il contexte, le monsieur dit que, en fait, les 800 000 sont impossibles, puisqu'il n'y avait pas 800 000 Tutsis au Rwanda. Donc on est sur, en fait, moi j'ai l'impression, si je vous donne mon sentiment, qu'en fait, Onana a appelé tous les négationnistes pour venir plaider pour lui. Donc c'est des gens qui affichent une attitude ouvertement négationniste, qui viennent à la barre pour dire que son livre est bon, que son livre dit la vérité, mais qui font eux-mêmes du négationnisme. Donc à partir du moment où tu contestes les chiffres qui sont
qui ne sont même pas du gouvernement du Rwanda, mais des chiffres plus ou moins qui varient. Vous savez que beaucoup de gens, certaines personnes disent 800 000, de 800 000 à 1 million, ou 1 million et plus. Donc, mais la personne vient en disant non, il y avait que 600 000 Tutsis au Rwanda, donc il est impossible d'en avoir tué 800 000. Donc les autres, s'il y a 1 million passé, ce sont des Hutus. Donc on est vraiment dans une dynamique de double génocide décomplexé, complètement décomplexé. Donc c'est assez hallucinant. Avant de passer à la journée d'aujourd'hui, je vais accepter 2-3 questions et puis je passe parce que là on a eu droit au colonel Michel Robardet. Michel Robardet qui je pense était, si je me rappelle bien, oui, conseiller technique à l'état-major de la gendarmerie à Kigali. C'est le monsieur qui a fait tout le fichier de la sûreté de Habyarimana, qui a informatisé le site du fichier, et il avait été accusé dans un rapport. Il avait été accusé, d'ailleurs il a eu même un procès puisqu'on l'accusait du fait que ce rapport-là avait servi à tuer les gens ou à faire arrêter des gens. Après lui, on passera à Christian Queneau, qui est un général aussi, ancien chef d'état-major privé particulier du président Mitterrand et du président Chirac. Donc je vous dis là on est sur on passe à un niveau supérieur et on va passer au général Tozin, Didier Tozin, qui a été au Rwanda plusieurs fois, qui a vécu au Burundi, qui est retourné au Rwanda, qui a fait la guerre au FPR en tant que Français. Cette fois-ci, étonnamment, ils le disent ouvertement, alors que vous vous rappelez bien que pendant des années, il y a eu une contestation en disant que la France n'avait jamais participé à la guerre. Mais 2 généraux ici le disent de manière décomplexée. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Apparemment, il n'y a pas de questions. Très bien. Ou je vous ennuie, ou je suis très bon. Je ne sais pas encore. Vous me dites. Non. Très bon, très bon. Voilà. Alors, quelqu'un doit couper un micro. Ok, ça va. Je commence par le colonel Michel Robardet. 10h50. Voilà. C'est aujourd'hui. Alors, il dit qu'il est arrivé à Kigali. Je vais être rapide, mais je vais vous montrer là où les choses sont intéressantes. En fait, le colonel Robardet est arrivé à Kigali en septembre 90, donc en 90, et il en est reparti en 93. Et il commence par une citation, tenez-vous bien. Il commence par une citation qui disait, il cite le président Kayibanda, il dit, le président Kayibanda, au moment des attaques de l'époque, des années, quand les Indiens essayaient de revenir au Rwanda, il dit que... Les années 60. Oui, voilà. Mais il cite Kayibanda, il dit, le président Kayibanda a dit que les Tutsis sont responsables des massacres de leurs frères. Au moment de ces pogroms-là. Donc les Tutsis sont même responsables de ce qu'ils ont fait. Il parle aussi d'une communication du colonel Galiné, je pense qu'il était son supérieur, qui disait qu'il est possible que la majorité Hutu massacre les Tutsis. Et donc il part dans toutes ces considérations, voulant montrer qu'en fait le FPR est responsable de ce qui est arrivé. Et il se défend, il dit la France était très saine au Rwanda, puisque le personnel du centre culturel français était à majorité Tutsi, le personnel de l'ambassade était aussi à majorité Tutsi, ou alors certains personnels de l'ambassade étaient Tutsi. Donc vous pouvez pas nous reprocher. En fait, ici, quand il s'agit des généraux français, c'est à 2 échelles. Le livre parle de Turquoise, mais comme Turquoise a été incriminé, et dans des rapports, et par des livres, etc., pour complicité, pour avoir abandonné Jean Bicécero, ils viennent se défendre. Et on a l'impression même que, Onana est accessoire. Puis après, ils finissent tous par dire, ouais, Onana, il a raison, parce qu'il y a des choses qu'il faut remettre en cause, il faut relire l'histoire, il faut la revoir. Donc ils viennent vraiment dans une forme
de soutien, mais en même temps dans une forme de self-défense pour dire on défend l'honneur de l'armée française et on vient vous dire que nous avons aidé, nous avons fait tout ce qu'on a pu pour arrêter. Et il rajoute aussi qu'il y a eu des télégrammes à l'époque qui disaient que seule une victoire rapide du FPR ou une présence européenne pourrait éviter le génocide. Donc, ils admettent qu'ils sentaient tout ce qu'il y en avait, mais quand on arrive à la question de la planification, là, il est parti sur... c'est un vieux monsieur, hein, je pense qu'il a presque 80 ans aussi, mais toujours bien portant. Il était venu même avec ses petits-enfants qui étaient venus le soutenir, donc c'est assez impressionnant de voir un monsieur qui vient dire des choses comme ça. Et alors, sur la planification, il théorise. Il part dans une forme de théorie en disant Kagame a planifié la guerre en mettant dans sa planification le fait que le génocide va arriver. Donc encore une fois, on part dans une accusation en miroir en disant qu'en fait, le FPR en attaquant, il avait prévu que les Tutsis de l'intérieur allaient mourir. Il dit Kagame a été formé aux États-Unis au PSYOPS. Le PSYOPS, c'est Psychological Operations. C'est lui qui le dit. Donc la juge présidente lui dit que cela veut dire. Et donc il explique que c'est. Et puis il dit Kagame, il a mis en place une communication post-génocide déjà au début, avant même d'avoir commencé. et on lui demande en quoi consiste cela. Et il dit ils avaient déjà prévu dès 90 la création d'ONG des droits de l'homme qui allaient les soutenir, l'organisation évidemment du rapport Caronare de 1993 qui allait dire que le génocide allait se passer. Donc tout ce que vous avez vu était déjà préparé. Donc il rentre dans une espèce de mythe de la planification du génocide, et en disant qu'évidemment ce rapport-là était de mauvaise foi, et que Kagame a préparé un système de communication suffisamment béton, si je me permets, pour que cela se passe. Mais il oublie certaines choses. Il oublie, évidemment, un avocat l'interpelle. Il oublie qu'il y a eu, à un moment, la distribution d'un document au niveau de l'état-major qui était qui considère la définition de l'ennemi. Et ce document, à l'époque, c'est une circulaire qui disait qu'en fait, l'ennemi désignait les Tutsis, mais aussi toute personne qui allait l'aider. Là, je résume, mais le document existe, hein, il est dans plusieurs rapports. C'est un document qui a circulé que l'état-major central a distribué aux camps militaires, aux officiers supérieurs, etc. Donc la désignation de l'ennemi comme le Tutsi. Mais il dit, mais vous savez, non, ce document n'a pas beaucoup circulé parce que après quelques jours, on l'a rappelé et on l'a classé. J'étais là, mais c'est pas vraiment ma faute. Il rajoute aussi dans son propos que évidemment l'agenda de Kagame, là c'était le deuxième jour, donc l'agenda de Kagame en fait c'était le Congo, tout ce qui se passait là, il s'en foutait. Mais dans ce document qui est la désignation de l'ennemi, qui est une technique militaire parce qu'on ne se bat pas contre un ennemi qui n'est pas désigné, il dit en fait ce document oui il existe, mais en fait c'est pas tous les Tutsis. Les Tutsis a besoin de certaines conditions pour qu'ils soient désignés comme ennemis. Donc on est sur vraiment des choses aberrantes. On dit c'est un document qui a été fait par l'état-major. Le monsieur, donc le colonel, dit que le document aurait été rapatrié très vite. Donc il ne dit pas que parce qu'il était scandaleux, mais il dit aussi que le Tutsi doit réunir certaines conditions pour qu'il soit considéré comme ennemi. C'est pas, il voulait pas dire tous les Tutsis. Ils ont dit le Tutsi, mais c'est pas tous. Il fallait qu'il y ait certaines conditions. J'ai noté ici, je me rappelle, il a dit, quand on lui a posé la question, et alors au niveau de la planification, qu'est-ce que vous dites des 10 commandements des Bahutus qui sont sortis dans Kangura? Et il dit en fait, les 10 commandements de Bahutu, oui, mais bon, c'était comme une forme de cahier de doléances. C'est les mots, j'ai noté juste comme ça. et Il a répondu que c'était un cahier de doléances. Oui, enfin. Mais je vous dis, la quantité d'aberrations à la demi-heure, quand vous prenez des notes, à un moment, vous n'avez même pas le temps de rire. Parce que vous pouvez pas rire à haute voix, mais vous pouvez vous-même vous tenir la tête, vous n'avez pas le temps, parce qu'il y a tellement d'aberrations qui sortent. C'est alors qu'un avocat lui demande, mais mon colonel, vous êtes
à la base de la création de fichiers de la gendarmerie. Le fichier de la gendarmerie. Parce qu'il dit, ouais, quand on est arrivé, donc la Sûreté nationale avait des fichiers en carton sous désignés. Alors moi, j'ai pris la décision, évidemment, alors vous imaginez comment ils parlent, ces vieux colonels et ces vieux généraux. Alors j'ai pris la décision qu'on allait, dans le cadre de la coopération avec la France, on allait tout informatiser. Mais ce qui s'est passé, c'est que ce fichier a servi à tuer. Ce fichier a été incriminé plus tard, en tout cas par certaines associations, par certains auteurs, que ce fichier a servi à la documentation pour désigner, pour ficher des gens, mais aussi pour arrêter et tuer. Donc on est sûr. Donc ces mêmes gens, ce sont eux qui viennent dire oui, Onana a raison sur le fond, je ne sens pas vraiment. Quand vous l'accusez de discuter de quelques planifications, parce que la planification, Onana l'appelle. Il dit que c'est une escroquerie, que dire que le gouvernement génocidaire a préparé le génocide, c'est la plus grande escroquerie du XXe siècle. C'est comme ça que c'est écrit. Et ces gens-là viennent dire non, il n'y a aucune planification. Donc parce que les avocats posent des questions en fonction des textes qui incriminent Charles Onana. Charles Onana ne devait pas parler aujourd'hui. Donc il était, le colonel Michel Robardet était, comme je vous ai dit avant, conseiller technique, et il a été, en fait, il a eu des procès, qu'il a gagné parce que en France. Et il dit aussi, j'ouvre les guillemets, s'il n'y avait pas eu d'attaque en 90, il n'y aurait jamais eu de génocide. Donc on revient tout le temps sur le fait de dire, en fait, si les Tutsis sont morts, c'est la faute du FPR ou c'est la faute des Tutsis aussi. Donc on est dans cette dynamique-là. Et évidemment, Onana ne s'est pas gêné d'appeler ces gens-là. 12h20, je continue. Christian Queneau, général, appelé à la barre. Général Christian Queneau. Ex-chef d'état-major particulier du président Mitterrand et du président Chirac. Vous voyez la pointure. Donc ce n'est pas n'importe qui, c'est des gens qui étaient directement ici, on parle presque de la cellule de l'Élysée, et évidemment, il commence par une introduction sur le fait que Mitterrand, au sommet de la Baule, avait demandé de mettre en place la démocratie au sommet de la Baule, donc il a demandé aux pays africains de se démocratiser. Vous vous souvenez bien du fameux sommet. Et il dit, vous savez, au Rwanda, il y a 80% de Hutus, il y avait 18% de Tutsis, plus 2% de Batwa, donc il n'y avait pas de problème. Bon, ça va très vite, et puis bon, il parle du début de la guerre, et il parle de leur participation dans la guerre. Donc, moi, c'est la première fois que j'entends des Français reconnaître le fait que la France a participé directement au front. Donc, dans ce qu'il dit, il dit qu'en fait, lui, il a réalisé évidemment, mais qu'ils ont envoyé des militaires avec une artillerie. Il dit, on avait fourni une artillerie et des hommes au Rwanda, et donc il dit que donc sur les 3000 hommes qui avaient attaqué le Rwanda, on en a tué 600 et normalement ça s'était calmé. Il dit voilà, par rapport au sommet de la Baule, en fait, le président Kagame jamais, donc ça c'était le premier point, il dit donc le président Kagame n'aurait jamais accepté les élections puisqu'en fait 80% des Hutus, donc le vote ne pouvait pas lui être bénéfique. Comme si un vote devait être absolument ethnique. Ça c'est des choses qui se disent dans un pays démocratique et c'est assez compliqué. Laissez-moi lire un peu. Oui, alors directement, il part sur l'attentat. Il dit l'attentat du 6 avril. Bon, il dit, il dit, on sait très bien que les seules personnes qui disposaient de missiles SAM-7 qui ont abattu l'avion. Il explique comment un missile a touché l'aile et l'autre a touché l'avion. N'était que l'Ouganda. Seul l'Ouganda pouvait les avoir. Donc, évidemment, c'est le FPR qui devait les avoir. Il dit, première hypothèse qui est sortie, c'était les Français. Deuxième hypothèse, c'était les extrémistes Hutus. Il dit elle est impossible celle-là puisqu'il y avait 2 extrémistes dans l'avion. Donc les extrémistes ne pouvaient pas tirer sur les extrémistes. Donc il parlait des 2 militaires qui étaient importants. Donc, je ne sais pas si vous comprenez l'aberration. Il dit cette hypothèse disant que les extrémistes Hutus auraient tiré sur l'avion est impossible puisqu'il y en avait dans l'avion aussi. Donc c'est pas eux qui l'ont fait. Donc il y avait des extrémistes. Donc c'est assez impressionnant comme mode de réflexion. Il dit alors ma conviction c'est que c'est le FPR et il dit en plus
En plus, ça a été prouvé par les réseaux sociaux. Il dit il y a quelques années, je ne sais plus l'année, je sais plus si j'ai noté l'année dans laquelle il dit, sur les réseaux sociaux, certains Rwandais se vantaient, félicitaient un militaire qui aurait tiré sur l'avion. Il dit mais maintenant, quand ils ont compris qu'on a compris, ils ont tous enlevé ces posts. Je ne sais pas si c'est sur Facebook ou ailleurs, moi j'ai jamais vu ça. Donc évidemment, il vient, il félicite évidemment le livre d'Onana, il dit que il n'y a pas qu'un seul génocide. C'est-à-dire, excusez-moi s'il Oui, te plaît, le monsieur qui parle oui, là, c'est un général. tout à fait. Un C'est général. l'ancien chef d'état-major du président Mitterrand et du président Mitterrand. Donc, c'est pour vous donner une idée. Donc, on a en fait dans ce procès, on en a réuni toute l'histoire de la France je dirais la France mitterrandienne qui a participé avant et pendant le génocide à essayer de faire en sorte jusqu'à Turquoise si vous voulez. Mais tout le monde est là, entre les commandants de Turquoise, ceux qui ont été se battre, ceux qui ont fait ceci, ceux qui commandaient de l'Élysée, ceux qui ont, en fait, ce monsieur, on lui reproche que, en fait, il y a un contournement de la chaîne de commandement pour que tout soit géré par l'Élysée et que toute l'affaire du Rwanda, ils pensaient que ça allait aller vite. Mais c'est des gens, si vous recherchez sur les noms, ici on parle de Christian Queneau, c'est le général Christian Queneau, mais si vous allez sur Internet, vous allez retrouver en fait leur pédigré et ceux dont on les accuse, il y a pas mal de rapports qui parlent d'eux. Alors, alors ici, le monsieur dit, il conteste les chiffres du génocide encore une fois. On revient sur le fait qu'en fait, il n'y avait pas assez de Tutsis pour qu'on puisse en tuer 1 million. Je vous imaginez pas. Donc, on est dans un processus de négationnisme, mais les clients ou alors les témoins d'Onana sont des négationnistes aussi. Donc, c'est aberrant. Et parfois, ils disent des choses qui vous demandent, qui vous font tomber par terre. Après, quand le fameux Tony Sagara lui demande, il dit, est-ce que vous avez entendu parler de ce génocide? Il dit, est-ce que vous n'avez jamais entendu parler de planification? Il dit non. Il dit, non, je n'ai jamais entendu parler de planification. Il dit, ouais, l'idée du président Mitterrand était d'arriver à mettre en place les accords d'Arusha, etc. Et puis, le rapport Carbonaré était un rapport qui ne voulait rien dire. Et, ce qui est drôle, non, la blague ici, je pense que je l'ai même pas noté, je l'ai même noté derrière. Attendez. Il y avait une blague parce qu'on lui demande, parce que le rapport Carbonara, on lui dit, monsieur, si vous dites qu'il n'y a pas eu planification, mais ce rapport est sorti. Ce rapport est sorti et l'Élysée l'a reçu puisque vous étiez à l'Élysée, mais le rapport qui disait un an avant qui parlait d'abord du massacre des Bagogwe et du massacre du Bogesera, mais c'est passé à la télévision. Et le monsieur, il dit, non, moi, j'avais pas le temps de regarder la télévision, j'en ai jamais entendu parler. Donc, vous êtes en face de gens qui vous disent, non, il y a un rapport qui est sorti à l'époque, je travaillais à l'Élysée avec le président Mitterrand sur le Rwanda et d'autres choses, mais j'ai jamais entendu. Il dit, et puis j'avais pas de responsabilité de terrain, c'est l'amiral Langsad qui s'en occupait. Donc il y a beaucoup de détails que je ne peux pas avoir, je peux avoir oublié, mais on est vraiment sur parfois des choses totalement aberrantes. Et puis il dit, évidemment, vous imaginez pas comment ces gens parlent. Il dit, Habyarimana nous a demandé beaucoup d'aide. Il dit, vous savez, c'est moi qui suis à l'origine de l'opération turquoise. C'est moi qui l'ai dit. Nous étions dans un avion en train de rentrer et ici où vous voyez, c'est moi qui ai mis en place l'opération turquoise et c'est moi qui l'ai demandé au ministre Juppé pour qu'il la mette en place. Donc on est sur un vrai film qui se déroule. C'est dommage que ce ne sont pas des choses qui se filment ou des choses qu'on peut filmer nous-mêmes ou qui peuvent être publiques ou plus grand public, mais c'est un vrai film d'horreur. Alors il dit, vous savez, moi aussi j'ai été menacé à la fin quand un avocat l'accule parce que
quand on l'accule, quand il commence à dire qu'il ne regardait pas la télévision, euh, il dit, vous savez, même moi j'ai été menacé par les services de Kagame. Donc après on s'attaque à Kagame, c'est vraiment la même formule. On dirait qu'on a affaire à la petite opposition rwandaise que moi j'appelle néo-génocidaire. Il dit, j'ai été menacé, mais il dit, s'ils veulent ma peau, je les attends, et avant de l'avoir, j'aurai eu la leur. Donc il menace, il dit, non, il dit, j'ai demandé un permis de port d'armes, et je l'ai, il dit, celui qui voudra venir jouer avec moi, il faudrait, je vais le tuer avant. Attends. Qu'est-ce qu'il a dit là? Il dit, moi aussi j'ai été menacé par les services de Kagame, donc mais j'ai demandé un permis de port d'armes, mais s'ils viennent chez moi, il dit, si ces gens veulent ma peau, ce sera au-dessus de la leur. Voilà. Donc ça veut dire que je vais les tuer avant. Donc là on est au tribunal. Et c'est un général qui parle, qui est ancien chef d'état-major de la présidence. Donc on est sur vraiment un film où des gens viennent contester les chiffres, des gens viennent essayer de confirmer que en fait le génocide a été fait ou qu'il y a double génocide. Dans la théorie du double génocide est permanente. La théorie de massacre du FPR, la faute au FPR d'avoir les omelettes sans casser les œufs, comme ils disent. Je me demande si le FPR était si francophone que ça pour parler d'omelettes dans ces circonstances. Ça, c'est ma conviction. Et voilà, donc on est sur vraiment un schéma très surréaliste. Est-ce que vous avez des questions, comme dirait un humoriste français? Est-ce que Voilà. Moi, j'ai une petite question en fait. J'aimerais bien que tu nous expliques exactement si ces deux Français là, les deux généraux, ont confirmé qu'ils ont fait la guerre contre le FPR. L'armée française, on va dire. J'y viens. Ici, le général Christian Queneau confirme, il dit qu'ils ont envoyé l'artillerie et qu'ils ont tué 600. Mais le suivant va être beaucoup plus intéressant parce que lui, il est clair. Lui, il y a même pas d'hésitation là-dessus. Mais non, il confirme qu'ils ont envoyé l'artillerie. Non, ça a été dit au tribunal. Je n'invente rien. Donc il n'y a pas, on n'est plus sur vous savez, vous rappelez à l'époque de la guerre, que c'était tabou et que personne n'acceptait. On acceptait que la présence française était aux côtés de l'armée, aux côtés des phares, et qu'ils étaient présents en même temps que tout ce qui a été dit sur les Indélarmes et tout le reste. Donc si ta question est satisfaite, je peux passer assez rapidement puisque oui, il est. Oui, c'est bon. Oui, Moiné? Oui, vas-y, frère. Oui, en fait, j'ai aussi une question à poser à Monsieur Teddy à ce stade déjà du développement du compte rendu. Monsieur Teddy, je constate que la plupart des témoignages ne sont pas pertinents par rapport à l'accusation, à la raison pour laquelle M. Onana est poursuivi. C'est un peu comme si on poursuivait quelqu'un pour viol, et puis on commence à mener toutes les histoires de la maison qui n'ont rien à voir avec le viol. Donc du coup, comme vous faites le constat avec moi en disant que la plupart de ces témoins sont aussi négationnistes, parce que les propos qu'ils sont en train de tenir vont dans le sens de démontrer qu'il y a eu soit qu'il y a eu double génocide, soit qu'il n'y a pas eu du tout génocide. Est-ce que les avocats, et c'est ça ma question, est-ce que les avocats de la partie civile n'ont pas relevé ces points devant les tribunaux? Est-ce qu'ils n'ont pas dit expressément au juge, monsieur le juge, vous voyez que même ces avocats sont négationnistes? Est-ce qu'ils n'ont pas fait ça? Il y a deux choses. Hein. D'abord, la personne qui vient témoigner, on lui donne des minutes, parfois longs, plus ou moins longs, entre 15 et 20 minutes, je pense, où la personne raconte sa vie, et raconte pourquoi elle est venue témoigner pour la défense d'Onana. Ici, c'est pour Onana, mais ça peut être ceux qui viennent témoigner pour les parties civiles. Je vous signalerai que je pense que il y a plus du double. Onana a pris plus du double, mais il a pris en fait tous les gens qui viennent confirmer sa thèse ou ses thèses à lui.
Et en fait, ils viennent dire, Onana a raison, Onana n'a pas tort, mais ils viennent aussi dire que le FPR est mauvais, ils viennent aussi dire cela. Et c'est après, en fait, que les avocats des parties civiles, ils ne disent pas aux juges en disant, ils sont parce que les gens ont le droit de dire, de raconter leur vie pour étayer leur position. Mais la plupart des fois, bon, certains d'entre eux se réfèrent aux documents, donc au passage incriminé, et d'autres ne s'y réfèrent pas. Donc, et ce sont les avocats qui leur lisent en disant, ok, voilà, cette phrase, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand je parle de planification et du reste, ce sont des choses qui sont contenues dans l'acte, en tout cas dans les actes d'accusation, donc qui permettent aux avocats de les ramener sur le sujet. Même le juge aussi, parfois, il y a des gens qui arrivent et qui commencent à raconter leur vie, leur enfance, et leur vache, façon de parler, où le juge dit non, on est venu parler de livre Opération Turquoise, vous avez la liste des passages incriminés, dites-nous ce que vous en pensez. Mais en même temps, dites-nous pourquoi vous avez cette position. Vous pouvez nous dire un petit peu votre parcours et ce qui vous pousse à être là. C'est pour ça que les militants des droits de l'homme, par exemple, commencent à dire pourquoi ils ont fait, comment ils se sont retrouvés là, pourquoi ils viennent dire ceci, cela. Donc la plupart disent ouais, moi j'étais militant, j'ai fait ceci et cela, donc je viens dire que j'ai assisté à des crimes du FR, etc. Ça a beaucoup de limites parce que comme il y a contradiction, comme les gens ne sont pas dans un monologue, comme on peut vous arrêter en disant est-ce que vous pouvez nous expliquer où vous étiez ou qui vous a caché à ce moment-là, puisque vous dites. Ou alors vous pouvez nous dire comment ça se fait que vous vous êtes retrouvé en zone FPR et que vous y êtes resté des 3 mois de la guerre et que vous n'avez rien eu, mais que vous nous dites que vous étiez là, regardez, à dire qu'on tuait des gens, mais que vous êtes en vie et qu'on vous a pas touché, et que vous et votre famille, vous avez vécu toute la guerre. Donc la contradiction permet de ramener en fait les gens à la raison, mais aussi aux différents documents. Ça dépend. En fait, on a même des témoins qui disent en fait j'ai pas lu le livre. J'ai pas lu le livre, je viens juste dire que j'adore Onana et que ce qu'il dit c'est très bien et que je suis rwandais et qu'il a raison et que voilà et que moi je suis réfugié, je suis là-bas. Donc on est encore une fois je vous dis, moi j'ai demandé 3 fois à quelqu'un, j'ai dit qui a fait le casting? Qui a fait le casting? Parce que ces gens-là, je dirais, je sais pas à quel pourcentage, mais 80% sont complètement à la masse, sont à côté de la plaque. Mais je ne sais pas le but, je connais pas le but, je ne sais pas comment ça s'est fait. Certains disent qu'ils connaissent Onana, certains disent qu'ils le connaissent depuis des années, certains disent viennent de Lyon 3 aussi. Lyon 3 qui est l'université qu'a fait Onana, mais qui est une université réputée pour être d'extrême droite, donc une université de racistes français, ou en tout cas du front, un peu côté Front National. Donc on est sur un schéma assez hallucinant. Donc là je parle même des témoins rwandais, mais il y en a au moins 2 qui ont fait Lyon 3. Donc c'est assez, je dirais pas que c'est seulement grave. En tout cas, c'est impressionnant d'aberration et c'est impressionnant de négationnisme parce que, en fait, tout ce que ça prouve, c'est que presque tous les témoins convoqués à la barre sont tout aussi négationnistes que Onana. Puisqu'ils viennent dire oui. Alors, avant d'arriver, je ne sais pas si Bill, tu as eu ta réponse. Oui, je peux ajouter une autre si vous avez encore le temps. Supposons que quelqu'un est poursuivi pour coups et blessures volontaires. On vous accuse, par exemple moi, on m'accuse d'avoir administré des coups et blessures volontaires. Ok. Si je nie l'avoir fait, comme on en a ni avoir nié les génocides contre les Tutsis, normalement, si j'amène des témoins devant le tribunal, des témoins à décharge, ça sera pour dire que non, nous, on était là, on a vu que Bill n'a pas fait ce dont vous lui accusez. Ils vont pas commencer à dire, par exemple, ah oui, hier il est allé à l'école ou hier on a mangé ensemble. Vous voyez ce qu'il veut dire? Les témoignages doivent porter sur l'accusation qui pèse contre moi. Donc du coup, ces témoins à décharge d'Onana, ils sont un peu comme des témoins à charge. Ils sont en train de l'enfoncer
Et je ne sais pas si Monsieur Onana lui-même il réalise cela, parce que moi personnellement, au fur et à mesure que vous donnez vos explications, je vois mal comment il ne pourra pas être condamné. Donc du coup, voici pourquoi je me demande, est-ce qu'il était d'abord présent dans la salle aujourd'hui? Est-ce qu'en écoutant ces différents témoins passer devant la barre, il avait l'air d'être satisfait de ce qu'ils étaient en train de dire? Il était présent, pour être présent, il était présent, il est tout le temps là. Son co-accusé aussi, ses avocats aussi, évidemment. Bah, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il est content, mais ce n'est pas aujourd'hui que cela s'est passé uniquement, mais aujourd'hui on avait la panoplie ou la brochette de généraux. Il m'en reste encore un. On a eu beaucoup d'autres gens, donc je vais vous parler. Non, il est là. Je ne sais pas s'il est content. En tout cas, ce sont des gens qui sont assis à côté de lui. C'est des témoins que lui il a choisis. C'est pour ça que moi je parle de casting. J'ai dit où est-ce qu'on a été trouver ces gens? Les gens qui viennent dire on était au Rwanda, on a fait la guerre. Le suivant dont je vous ai parlé, en tout cas le dernier cas dont je vais vous parler pour vous réserver quelques autres, parce qu'il y en a que j'ai retranscrit mais que je dois revoir, qui étaient en fin de journée. Mais là j'ai le général Tozin, c'est du caviar. C'est du caviar comparé aux autres même. Là on passe à une vitesse supérieure, c'est stratosphérique. Mais je voudrais vous parler aussi du maître Bernard Manguin, témoin des partis civils, témoin de l'association Ibuka. Mais bon, je ne sais pas s'il est content. Moi, ce que je me demande, c'est comment on a choisi ces gens. Si on devait défendre, si ces gens devaient défendre Onana, je ne comprends pas, puisque eux aussi disent exactement la même chose, parfois pire que lui. Donc, je ne comprends pas. Ou alors se contredisent, comme vous vous rappelez le deuxième témoin de la fois dernière, qui a commencé en disant oui, je viens défendre Nana, j'étais militant des droits de l'homme, etc. Et puis à mi-chemin, à peine il avait commencé, il dit moi j'ai été sauvé par le FPR. À troisième stade, un avocat lui demande parce qu'il avait reconnu, il dit mais votre nom d'origine, le monsieur avait deux noms, un nom de réfugié et un nom qu'il avait au Rwanda. Et il dit oui j'ai demandé à changer de nom dans le pays d'accueil. Et il n'avait pas dit à la cour, parce que la cour vous demande comment vous appelez-vous, quand est-ce que vous êtes né, qu'est-ce que vous faisiez, quel âge avez-vous, etc. Mais il n'avait pas dit à la cour que jusqu'en 1900X il s'appelait comme ça et qu'il a changé de nom, que maintenant il s'appelle comme ça, parce que la cour a besoin d'avoir toutes ces données-là. Et cette personne a dit, moi j'ai été sauvé par le FPR. J'ai été sauvé par le FPR avec toute ma famille, je suis Hutu, ils m'ont trouvé chez moi à Kichukilo. Les commandeurs FPR sont venus en pleine guerre. Ils ont demandé qui est-ce qui voulait partir sous leur protection. On est parti avec eux. Ils l'ont ramené à Byumba. Donc il raconte ça. Mais il est venu dire que on a raison de dire que il y a double génocide, ou alors que le génocide n'a pas eu lieu, ou que le génocide est minoré, etc. Et la personne a fini par dire sur la planification, par exemple. Là, je vous dis bien, c'était un témoin à décharge sur la planification. Il dit non, moi j'étais journaliste. À l'époque, en 93, j'ai diffusé un article qui disait que le génocide allait avoir lieu. Il dit, je me suis trompé sur les chiffres parce que j'avais dit 300 000 morts, mais moi je l'ai fait. Donc, il y a planification. Donc, c'est pour ça que je vous dis que je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment ils ont choisi. Et ce n'est pas pour me déplaire, hein, je vous promets. Ce n'est pas pour me déplaire, mais je ne comprends pas. Lui, ses avocats, comment est-ce qu'ils ont choisi ces gens qui viennent leur parler? Aujourd'hui, on avait, je pense, un très vieux Rwandais qui ne savait pas parler, qui disait que lui aussi avait été militant des droits humains, mais il a parlé 3 minutes et demie et à la fin de la journée, et c'était fini. Donc des gens qui sont ni capables de le défendre ou qui n'ont plus les capacités. Donc c'est pareil pour l'ancien ministre de la Défense. C'est des gens très âgés qui viennent dire oui, Onana il a raison, je suis rwandais, j'ai vu, mais sans preuve concrète, sans pouvoir dire à tel endroit ou à tel autre. Voilà. Si je peux passer au témoignage de Bernard Manguin, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant qui s'est... Oui, vas-y, mon frère. Dis-nous ça.
tu n'oublies pas le général Non, 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 je qui vais est être mort. sûr avec lui. Donc voilà, Maître Bernard Minguin, que vous connaissez sûrement, est avocat, était témoin appelé par un des plaignants, donc l'association Ibuka France. Donc Maître Minguin est au barreau de Bruxelles, je pense, et il venait témoigner comme quelqu'un qui connaît la région. Vous savez qu'il est déjà conseil de plusieurs cas de la région, dont des cas Banyamulenge, des cas de gens du Nord Kivu, mais aussi de Bahema. Pour la petite histoire, bon, mais c'est quelqu'un qui connaît la région depuis longtemps. Alors, Maître Minguin a raconté son histoire personnelle d'un ami à lui. Il connaît le Rwanda depuis 1989, quand il était jeune avocat, où il était parti au Rwanda pour traiter des affaires économiques pour une société qui devait être vendue avec de droit, en tout cas une filiale de société belge. Et donc, Maître Minguin, il va en 89, mais il rencontre un ami qui s'appelait, je pense, Moulara, Jean Moulara, je pense. Je peux vérifier, ou Malala ou Moulara, qui devient son ami. Donc, il va régulièrement au Rwanda. Mais on est en 89, donc la guerre commence. Et il se lie d'amitié avec cet homme, donc il raconte son histoire sous cette perspective d'un ami. Mais il précise, mon ami, mon meilleur ami, Hutu, en tout cas mon meilleur ami rwandais de l'époque, il est toujours vivant. Il est Hutu et c'est lui qui commence à lui dire, écoute, ce qui va se passer ici, c'est grave. Donc cet homme dénonce déjà les dérives du pouvoir. C'est quelqu'un qui avait fait de la politique, mais qui avait quitté à l'époque du parti unique, je pense qu'il avait été même ministre, mais qui avait arrêté parce qu'en disant ce pouvoir part à la dérive et on va avoir des problèmes. C'est alors que la guerre commence en 90. Il raconte très rapidement que son ami l'invite plusieurs fois. Il va au Rwanda, il revient, même pendant la guerre d'ailleurs. Mais lui aussi, il vient en Europe et lui dit, écoute, les partis d'opposition, les nouveaux partis d'opposition au Rwanda aimeraient bien rencontrer les autorités belges. Ça se fait, il arrange des entrevues même avec l'ambassadeur. Là, il y a quelques détails dont je me rappelle pas très bien, mais ce qui est important, c'est qu'il arrive à organiser une rencontre, l'une des premières rencontres entre les partis d'opposition internes et le FPR. Donc ils se voient pour essayer de trouver une solution. Je pense que c'est avant ou pendant les négociations d'Arusha, mais ils arrivent à faire une espèce de front commun d'opposition avec plusieurs personnes dont j'ai noté les noms, mais j'ai pas les noms à côté de moi, mais plusieurs membres, dont Lando, dont quelques autres membres des partis d'opposition. Mais la situation dégénère tellement vite. Évidemment, Maître Minguin est quelqu'un que j'ai déjà vu à la barre quand il est avocat. C'est quelqu'un d'assez émotif, mais il raconte à la cour que toute sa vie il va regretter parce que quand son ami Jean lui dit que ça va tourner très mal, qu'il y aura beaucoup de morts, etc., il écoute, mais il se dit, il y a la minoire, ils vont quand même vous protéger. Ce qui se passe, c'est que vous vous rappelez que je vous ai parlé de l'ambassadeur Swinen la fois passée, c'est qu'il va lui-même avec son ami voir l'ambassadeur et lui dire, s'il vous plaît, demandez à la minoire de protéger ces gens-là. Il lui donne la liste des gens menacés. Il la transmet même au ministère belge, je pense qu'il a dit ça, au ministère des Affaires étrangères. Mais rien n'est fait et il dit à la cour, ces gens sont morts, donc moi j'ai plus jamais arrêté de faire autre chose parce que je regrette que je n'ai pas vu l'ampleur du danger, même si j'ai fait ce que je pouvais, mais on était devant un danger énorme que moi je n'ai pas calculé parce que ces gens-là, au moins, quand ils avaient voyagé, je leur aurais demandé de rester. Il dit, tous ces gens sont morts. Alors bon, et sur cette base de ce témoignage, Maître Minguin explique pourquoi il est là. Alors il parle évidemment de livre d'Onana en disant, voilà, il prend tous les points incriminés, il dit écoutez, il n'y a aucun doute. Il dit évidemment, comme il est juriste, il parle de comment se définit un génocide, comment il est formé,
comment on déshumanise, comment toutes les étapes qui mènent finalement au génocide, il revient dessus devant la cour, etc. C'est alors que face à la phase des questions, bon, c'est quelqu'un qui est habitué aux cours des tribunaux, donc ici on était devant un professionnel. C'est alors que parmi les questions, donc la question pour moi la plus importante qui a fait le plus mal, je vous ai dit que en fait les juges, parmi les juges, il y a deux femmes, il y a deux dames, donc la juge présidente et une autre juge. Ce qui se passe, c'est que Maître Guy Sagara se lève et demande à Maître Maingain, qui s'était prononcé déjà sur ce qu'il pensait des éléments, en tout cas des paragraphes pour lesquels Onana est poursuivi et cité. Maître Guy Sagara demande l'avis de Maître Maingain et évidemment la permission de la cour de leur lire le passage d'un autre livre d'Onana pour demander son avis, où il parle des femmes. Je ne sais pas si vous connaissez le livre qui s'appelle Ces tueurs Tutsi, où le titre déjà incrimine toute la communauté, en tout cas tout celui qui serait ou ressemblerait ou serait Tutsi. Et évidemment la cour accepte, et si vous avez le temps, moi je vous lis le passage, il est très court, hein. Très court, mais je l'ai pris parce que ça a créé une grande émotion au tribunal. C'est un paragraphe du livre C'est tueurs Tutsi, à la page 99, qui décrit ce qu'est la femme Tutsi. Et là, j'ouvre les guillemets, c'est Monsieur Onana qui parle. Ce passage a été lu évidemment par Maître Guy Sagara au tribunal. Je vous dis que Onana est assis à côté, on a deux femmes. Donc on a la juge présidente et une autre dame, plus un autre juge. Il dit ceci: le dispositif central de leur stratégie de conquête des Occidentaux est la femme Tutsi. C'est leur arme de destruction massive. Elle détruit les diplomates belges, allemands, américains, britanniques, français, suisses, des hommes politiques, des hommes d'affaires et même des Hutus. Personne n'est épargné. Il s'agit de défendre la cause Tutsi. Ces demoiselles à la jalousie invincible sont chargées de traquer, invisibles, sont chargées de traquer les cibles occidentales pour des besoins de la cause Tutsi. Ce sont des missiles à tête chercheuse qui peuvent être soit des prostituées de luxe, soit des agents des renseignements, soit des commandos de la mort par empoisonnement, soit simplement des femmes ordinaires. Elles utilisent leur charme pour faire triompher le tutsisme. Elles opèrent parfois où l'idéologie Tutsi, elles opèrent partout où l'idéologie Tutsi mérite d'être défendue. Elles sont à ce titre envoyées pour séduire leurs victimes utiles, mais aussi pour neutraliser ou liquider leurs ennemis. Elles sont des hirondelles formées comme des monstres froids dans des missions clandestines et parfois meurtrières. Ça, c'est lu devant la cour. Donc, ici, c'est Charles Onana qui écrit dans Ces tueurs Tutsi. Vous imaginez pas l'effroi que cela peut faire dans une cour européenne quand quelqu'un est en train de se déclarer chercheur et qu'il pond un texte comme ça. Donc, on est face à quelqu'un qui se présente comme un chercheur qui est tombé sur des archives, qui est en train de revoir l'histoire, qui parle de la vérité sur l'opération turquoise, ou qui parle de l'Holocauste au Congo, etc., mais qui déclare ça. Ça, on n'est même plus dans le négationnisme, on est dans la citation à la haine. Je vous ai lu ceci pour vous dire qu'après, évidemment, ce que Maître Maingain venait de faire comme témoignage, lui, pourquoi il est là, pourquoi les passages de ce texte sont négationnistes, c'est ce qu'il venait de dire, lui il est témoin à charge si vous voulez. Quand Maître Guy Sagara a lu cela, et en demandant l'avis de Maître Maingain sur ce texte-là, non seulement Maître Maingain a été ému, non seulement les juges ont eu froid au dos,
ou froid au dos parce que si vous êtes une femme et que vous entendez ça, vous savez à qui vous avez affaire. Il ne s'agit pas d'un texte, c'est pas un texte même historique. On est sur un appel à la haine ouvert. Maître Manguin, évidemment, a répondu, il y a pas trop de commentaires à faire, mais il a dit, moi je connais, j'ai des amis à Kinshasa, j'ai des amis à Kigali, j'ai des amis au Burundi, j'ai des amis en Belgique, toutes les femmes méritent de respect et toutes les femmes méritent la vie. Si on parlait de déshumanisation, je ne me rappelle pas de tout ce qu'il a dit, mais il a expliqué que ce soit une femme songé, Muluba, burundaise, tutsi, ougandaise, belge ou autre, elle mérite respect. Et que ce texte n'a même pas besoin de commentaires. On est revenu aussi sur des caricatures de Kangoura, sur les femmes, donc le traitement d'Onana par la femme, mais qui est cette fois-ci, qui n'est pas le sujet de ce procès, mais je pense que l'avocat voulait montrer, Maître Guissara, je vous rappelle que c'est l'avocat des communautés rwandaises de France, voulait rappeler, montrer la gravité en fait des propos qui ne s'arrêtent pas seulement à la négation du génocide, mais qui vont dans l'incitation à la haine. Et comme un des experts l'avait dit la fois dernière, en tout cas le premier jour, à la fin de la première journée, c'est qu'en fait, il pousse au passage à l'acte. C'est un blanc-seing pour beaucoup, pour penser en fait, quand tu t'adresses surtout à des gens qui n'ont pas suffisamment de culture pour avoir un rejet ou pour questionner ton texte, c'est ce qu'on voit, c'est que les gens vont le croire comme la Bible et que la plupart des gens qui, à mon avis, sont le fan club d'Onana ne lisent pas ce qu'il a écrit. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Excuse-moi, moi je sais pas si quand on lisait ce petit texte disant une femme Tutsi, est-ce que Onana, je sais pas si vous avez regardé lui pour voir si vraiment sa réaction quoi, parce que franchement c'est flippant. Je n'ai jamais écouté qu'il avait écrit ça. C'est la première fois. Ça fait peur. Ce que je pourrais dire, c'est qu'il n'était pas content. C'est sûr, hein. Ouais. Vous voulez que je continue? Oui. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. On va passer au dernier personnage témoin aujourd'hui. Pour aujourd'hui en tout cas, parce qu'il y en a encore, j'en ai encore quelques-uns en stock. Et d'autres, et les derniers témoins qui vont venir demain. Et demain, il y aura les plaidoiries. Et je pense que le verdict va être rendu dans 2 mois, si j'ai bien compris. Mais je vous donnerai plus de précisions demain. Alors ici, on arrive au général Didier Tauzin, 15h30, 74 ans. Très impressionnant parce que il faudrait absolument que vous ayez fouillé un peu plus loin parce que c'est assez surréaliste comme situation. Alors, le général Didier Tauzin a expliqué comment, et là je vais parler un peu comme lui, même si je n'y arrive pas, comment évidemment il a été d'abord au Burundi et puis au Rwanda. Et que bon, il connaissait la région depuis 1989, qu'il avait été au Rwanda la première fois qu'il a été 4 fois au Rwanda, mais qu'il avait été la première fois en 89 et que pour lui le pays était très bien et que mais qu'il avait été au Rwanda après le Burundi. Juste après le Burundi, mais le Burundi c'était tendu, mais ce qu'il a trouvé au Rwanda c'était que, et je vais parler comme lui, parce que le Rwanda était très bien. Attends, mais c'est tout à fait l'inverse, non? Comment? C'est pas l'inverse. Le Burundi était tendu en Oui, 89. il venait d'y avoir une crise au nord du Burundi. Nega Malangara. Ah, ok.
Et alors c'est Monsieur Tozin qui dit mais voilà, je viens du Burundi, il y a des tensions, mais je veux au Rwanda, c'était le paradis, c'était un pays où les gens vivaient bien. Mais je vous dis, c'est un personnage. C'était comme un personnage de film. Hein. Ce n'est pas quelqu'un pour moi de normal. Alors il dit mais vous savez, comme au Rwanda, les Tutsis avaient perdu la guerre civile. Là je le cite, ils avaient perdu la guerre civile dans les années 60. Et plus tard, et puis bon, vous voyez, moi je pense que les Tutsis, en fait, ceux qui ne voulaient pas vivre avec les Hutus étaient partis, mais ceux qui étaient restés avaient appris à vivre avec les Hutus. Donc ils se prenaient plus. Donc c'est pour ça que le Rwanda était bien. C'était vraiment un paradis. Et j'ai beaucoup aimé. Donc là, je me dis, ça commence bien. Mais moi, bon, je connaissais un petit peu différentes déclarations de lui qui étaient assez loufoques. Euh, attendez, je suis en train de regarder mes notes. Alors, il retourne en 92 avec des forces spéciales, donc après la guerre. Il dit, pendant 15 jours, j'ai rencontré... Oh oui, voilà. Et là, il commence son truc. Là, je sais plus si on navigue entre le fantasme ou la vérité. Bon, il dit, j'ai passé 15 jours, j'ai rencontré le président Habyarimana de manière très cordiale. Là, il part en mission officielle. Quand il était aux forces spéciales. Et puis, directement, il dit, on m'a emmené au nord-est, il y avait d'autres militaires français qui étaient là. Et puis, on lui a montré des charniers. On lui a montré des charniers. Et là, donnez-moi une seconde. Alors, excusez-moi, j'étais en train de vérifier un chiffre. Mais il dit, on m'a emmené au nord-est en 1992, on m'a montré un charnier. Et il dit qu'il a vu 150 000 morts de gens tués par le FPR. Et que ces gens-là avaient les mains et les pieds attachés avec une corde, fil de fer de couleur. Tu as dit combien de chiffres là? 150 000. C'est pour ça que je viens de vérifier. Et il le dit comme ça. Au tribunal, il dit 150 000, j'ai vu 150 000, ils étaient attachés avec des fils verts, des fils de fer de couleur verte dans le dos. Et il dit, mais vous savez, le FPR les tuait, et puis on les mettait dans les rivières, mais ils ont fini dans le lac Victoria. Il dit, c'est pour ça que Museveni a commencé à protester, parce qu'en fait, les gens ne pouvaient plus manger le poisson du lac Victoria. C'est pas parce qu'il aimait ces gens-là, c'est pas pour des raisons humanitaires, mais c'est parce que, en fait, tout le poisson, les perches du Nil qui étaient dans le lac Victoria, n'étaient plus consommables. Donc c'est comme ça que ça s'est arrêté. Mais il parle de 150 000 victimes. Out of nowhere. Et personne n'a jamais entendu parler de ça. Donc le décor est planté. Alors, il passe, Monet, tu me posais la question de savoir si ils admettent que l'armée française a participé au combat. Il dit le 20 janvier 1993, donc 93, c'est la troisième fois qu'il va au Rwanda. Je reçois un appel téléphonique sur une ligne téléphonique protégée. Et mon supérieur me dit que cette communication est tout à fait secrète, qu'il est le seul à savoir, c'est moi, lui et le président, et que donc personne ne doit savoir. Il dit, vous prenez 50 hommes, et vous allez au Rwanda. Il dit, vous allez travailler avec des ordres non écrits. Alors il dit, ben là j'étais content, parce que travailler avec des ordres non écrits, là, tu fais ce que tu veux, tu dois pas attendre qu'on te dise ce que tu dois faire, tu vas, tu regardes la situation, et tu agis. Et alors, il dit, et voilà, je descends, je vais à Kigali, j'arrive, avec 50 hommes, je récupère 17 autres Français qui étaient sur place, et moi j'avais des forces spéciales, et puis je me rends compte que l'armée Hutu était inapte aux opérations. Donc je récupère quelques-uns, parce que c'était impossible de partir de 5 000 hommes et d'essayer de faire une armée de 20 000 hommes en quelque temps, c'était impossible techniquement. Donc je récupère quelques-uns, et je vais voir le commandement, j'ai dit ok, on va voir, parce que il dit que Kagame, il avait repris ses opérations, donc il avait violé tous les cessez-le-feu, il a repris les opérations, il était au port de Kigali.
pour être honnête, il le dit comme ça, mais dans une autre vidéo internet que je connais, de lui où il raconte la même histoire, il dit qu'il avait été voir le président Abiyalimana qui se disait que c'était fini, le FPR allait arriver à Kigali, et que le chef d'état-major avait été dans ses petits souliers. Ça veut dire qu'il avait peur. Mais bon, il revient, il dit la même histoire, mais il l'a dit avec d'autres mots. Mais il dit alors j'y vais, donc je prends le commandement. Il dit littéralement, je prends le commandement de l'armée, je demande le commandement. Je fais des ordres, j'organise des ordres, je donne les ordres et je regarde la situation, je donne les ordres, mais je fais traduire les ordres en Kinyarwanda, en rwandais. Je vais traduire les ordres en rwandais. Et voilà, avec nos hommes, on va, et au bout de 4 jours, on avait réussi à repousser le FPR. On l'avait renvoyé. Et alors, comme j'avais des commandos de pénétration, des éclaireurs, on avait même réussi à trouver la cache de Kagame. Et c'est au moment où je voulais passer à l'acte, passer à l'offensive, je voulais renvoyer le FPR en Ouganda. Et donc, si on m'avait laissé faire, jamais le FPR, jamais le génocide n'aurait eu lieu. Donc moi, si on m'avait laissé faire tout ce que je voulais, jamais le génocide n'aurait pris place. Et alors il dit, à Paris, on me rappelle à Paris, et je dois retourner en France. Donc, je ne comprends pas, mais si on m'avait laissé faire. Donc, il parle que de lui. Alors, on n'est même pas sur le livre d'Onana, on n'est même pas sur le contenu, mais en même temps, il revient en disant, mais vous savez, oui, on connaît, Onana, c'est quelqu'un d'honnête, il a raison, mais bon, si on m'avait laissé faire, quand même, il n'y aurait jamais eu de génocide. Là, je continue, et il passe à la question de l'opération turquoise, il dit, on nous rappelle, il dit le 6 avril 1994, l'avion il tombe, et moi j'appelle mes hommes, je suis en France, et je dis, les gars, soyez prêts, demain matin on est parti. Et on sera là-bas. Et de manière désolée, il dit, mais non, mais on nous appelle pas directement, on attend jusqu'au 19. Je pense qu'il parle du 19, la date en tout cas où l'opération turquoise a commencé. Donc, on est sur, donc je pense qu'en entrée, il a fait un séjour de 2 mois, mais ici, il déplace le débat et il repart sur le déplacement de population au Rwanda, sur le fait que le FPR, c'est la faute du FPR qui avait déplacé des gens. Et il commence à dire que à son retour, il a été totalement calomnié par les journalistes, on a dit du mal de lui. Il dit évidemment qu'il a débarqué, que c'est le premier avec son groupe qui ont mis les pieds à Cyangugu, au début de l'opération turquoise. Il raconte tout ce qui s'est passé. Alors, c'est assez spectaculaire parce que c'est des vieux généraux, mais lui, c'est le moins vieux des vieux. Et il explique comment il est arrivé, qu'il a levé les bras et qu'il a dit en Kinyarwanda, les bras levés comme ça à la population, qu'il y avait des drapeaux français, qu'il était très content de les voir. Il a levé les bras, il a dit la paix soit avec vous, mais en rwandais. Donc il avait appris tout ça, comment faire. Donc vous imaginez pas le spectacle qu'il puisse y avoir dans ce genre de situation. Attendez, il se met à contester les chiffres encore une fois. Et à un moment, il raconte l'histoire. Il dit quand on a commencé l'opération, mais lui, il a parlé de l'antagonisme. Nous avions les Français, nous étions la France, mais on avait les Anglo-Saxons qui voulaient occuper. Mais on a fait ce qu'on a pu parce que nous, on partait au secours du Rwanda, mais aussi on ne pouvait pas accepter que les choses se passent comme ça, que les gens continuent à mourir. Mais il dit l'opération du Croix c'était purement humanitaire. Et il raconte qu'un journaliste américain, ça c'est la blague de l'histoire. Il va dire 2-3 choses aberrantes. Il dit un journaliste américain vient me voir, il dit je veux voir un charnier où il y a des morts. Et évidemment, je dis, ok, voilà, ça c'est un charnier. Et le journaliste américain, il regarde dans le charnier. Ouvrez les guillemets. Le journaliste dit, non, ça c'est un charnier de Hutu. Je veux un charnier de Tutsi. Il le dit comme ça au tribunal. Et là, je ne mens pas, vous pourrez demander aux autres gens qui étaient là. Il dit, non, le journaliste américain a refusé. Il dit, non, ça c'est un charnier de Hutu. Il dit, non, je cherche un charnier de Tutsi.
déjà, lui, en fait, il est dans un double truc. Il est dans une aberration pour dire comme si là, il parle de fausse commune. J'ai dit charnier, mais fausse commune. Il parle de fausse commune, comme si dans une fausse commune, on pouvait dire qu'il était Hutu, était Tutsi. Ça, c'est un. Deux, mais il le dit de manière sérieuse, comme s'il avait raison. Et à un moment, il va dire même, mais j'ai quand même vu des fois des charniers multiethniques. Quelqu'un qui a vu des fausses communes multiethniques, moi je ne comprends rien. Mais c'est pas possible. C'est quoi cette histoire? Le monsieur, il avait cet état, il était normal. C'est parfait. Donc, encore une fois, un avocat, pour ne pas dire Maître Gisagara, lui demande, monsieur, mon général Tozin, vous avez déclaré dans une vidéo que il dit, je pense que c'est le Cercle Aristote qui est une radio d'extrême droite en France. Il dit, vous avez déclaré à un journaliste que la France avait trahi les Hutus, que vous les aviez laissés tomber, qu'il y avait un problème. Et lui il dit, ben, oh, oui, je l'ai dit, mais vous savez ce qu'on dit à la radio, c'est pas ce qu'on dit au tribunal, hein, vous inquiétez pas. Donc, on part encore une fois. Mais il dit, mais attention. Quand j'étais au Burundi, j'étais avec un militaire, quand j'étais déployé au Burundi, un militaire burundais, et on devait aller faire un tour à la campagne. Et quand on arrive, et là, il part, donc, comme si vous avez un acteur de théâtre qui oublie qu'il est devant un tribunal. Alors, il avait 2 Kalachnikov avec 20 chargeurs garnis. Et alors, on monte à la campagne. Mais je lui demande, mais pourquoi tu prends deux armes avec des chargeurs? Il me dit, on pourrait être attaqué par des singes. Et il revient, il dit, et puis moi je comprends pas. Et puis après, je vais poser la question à un ami coopérant qui était au Burundi. Il me dit, mais vous savez, les Tutsis, Hima, considèrent parfois les Hutus comme des singes. Il dit ça au tribunal. Évidemment, là, vous ne savez même plus dans quel film vous êtes. Et puis, il dit à un moment, vous savez, il part en live sur le mythe mythique. Et vous savez, les Tutsis, ils viennent d'Éthiopie, eux, ils sont venus de là-bas, ils sont descendants de la reine de Saba, et les autres, les Hutus, ils sont de la forêt, eux, ils ont toujours vécu dans la forêt, les Pygmées, eux, lui, il a dit même que tous les Pygmées ont été exterminés, qu'il n'y en a même plus au Rwanda, etc. Donc, c'est pour vous planter le décor. Il y a des détails que je n'ai pas, ou alors sur lesquels on pourra revenir. Et puis bon, évidemment, il s'est plaint de tous les problèmes. Mais ce que j'ai cru comprendre dans les questions qui ont suivi, c'est que c'est le monsieur qui a été pris en embuscade sur la route vers Boutaré, Tchangougou-Boutaré, par les hommes du FPR au moment où, en fait, la France voulait pénétrer, aller jusqu'à Boutaré, mais que le FPR les a bloqués en chemin, et que, en négociant pour les lâcher, il y a eu en tout cas un échange pour que ce ne soit pas public, mais non plus qu'il n'y ait pas de bain de sang. Donc voilà, et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous laisse poser les questions que vous voulez, et je vais me servir un verre d'eau, si pas autre chose, et puis je vous écoute et je réponds à vos questions. Merci beaucoup.